Bonjour, vous êtes en direct sur le plateau de l'événement à l'école de l'Anthropocène et nous sommes ici pour discuter d'une question tournée avec peut-être un ton un peu provocateur: comment assurer notre sécurité alimentaire? On est en ville, en plein milieu de Lyon. On vient d'aller manger, on ne se doute absolument pas du fait qu'il y aurait des problèmes d'insécurité alimentaire. Et pourtant, quand on regarde dans le futur, il y a quelques menaces qui planent sur l'organisation de notre système alimentaire, comme on va définir ce que c'est, et qui font que les collectivités aujourd'hui s'intéressent à la question de la sécurité alimentaire. Donc je suis justement en présence d'un universitaire, on va dire, Félix Lallemand, qui est ici, et docteur en écologie végétale, avec qui j'ai cofondé l'association Les Greniers d'Abondance. Et il décrira plus en détail ce qu'il fait, avec monsieur Jérémy Camus, qui est vice-président de la métropole de Lyon et qui a la délégation agriculture, alimentation et résilience du territoire, et monsieur Gauthier Chapuis, qui est conseiller délégué de la ville de Lyon à l'alimentation locale et à la sécurité alimentaire. Donc on voit que dans son titre, il y a déjà cette question de sécurité alimentaire. Peut-être pour commencer à introduire un peu ce sujet justement qui explique les raisons pour lesquelles on s'intéresse à notre sécurité alimentaire. Est-ce que Félix, tu peux décrire un peu ton parcours, ce qu'on fait dans l'association Les Greniers d'Abondance et en fait pourquoi tout simplement s'intéresser à cette question de sécurité alimentaire? Ouais. Alors, de mon côté, j'ai un parcours plutôt en sciences fondamentales. J'ai fait donc une thèse en écologie végétale au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, et donc au cours de laquelle je m'intéressais aux interactions entre les plantes et les champignons, mais vraiment dans de la recherche expérimentale, sans application à l'agronomie ou quoi que ce soit. Et à l'issue de ma thèse, donc j'ai fondé l'association Les Greniers d'Abondance avec Arthur. Et l'idée derrière cette association, c'était de rassembler les personnes qui se souciaient de ces questions de résilience, de sécurité alimentaire. On va définir un petit peu les termes après, parce que évidemment on se posait pas mal de questions vis-à-vis de tout ça. On regarde des grands bouleversements écologiques, sociaux qui aujourd'hui touchent nos sociétés. Et donc on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre modeste échelle pour essayer de contribuer un petit peu au débat collectif à avoir sur ces questions-là, et essayer d'apporter quelques billes sur les pistes à envisager pour y répondre. Et donc on a entrepris cette démarche-là, et on a donc notamment 3 grands axes au sein de l'association. D'une part, on mène des activités donc plutôt de l'ordre de la recherche, où on va faire la synthèse de certains travaux de la littérature sur le sujet, et plutôt des choses aussi de l'ordre de la recherche-action, où on va essayer de voir concrètement qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en France ou ailleurs en lien avec ces thématiques, et qui nous semblent être des choses intéressantes à promouvoir et à diffuser. Donc dans ce cadre-là, on a notamment donc un programme de recherche financé par l'ADEME et l'Université de Lyon, qui s'appelle ORSAT, Organiser la résilience des systèmes alimentaires territoriaux, qu'on mène en partenariat donc avec plusieurs laboratoires de recherche et avec l'agglomération d'Angoulême, pour justement essayer de comprendre un petit peu concrètement ce que peuvent faire les territoires pour agir sur ces questions de résilience alimentaire. Donc ensuite, à côté de cet axe de recherche, on s'intéresse également à tout ce qui relève de la sensibilisation et de la formation à ces enjeux-là, soit auprès du grand public, mais aussi auprès des élus, des services techniques, des acteurs du monde agricole et alimentaire de manière générale. Donc on fait des conférences, on intervient lors de divers événements. Et puis, dernier axe, c'est tout ce qui est plus de l'ordre de l'opérationnel, de l'accompagnement, principalement des collectivités territoriales, mais pas seulement ces acteurs-là, sur la mise en œuvre concrète de stratégies de résilience alimentaire. Et pour cela, un des moyens d'action qu'on aime bien, c'est la mise à disposition d'outils pratiques pour justement essayer d'apporter quelques clés méthodologiques ou quelques chiffrages sur les actions, sur les états des lieux, pour permettre d'avancer sur ces sujets-là. Donc voilà un petit peu pour le panorama de l'association. Aujourd'hui, il y a une petite centaine de membres dans l'asso. On est en cours de renouvellement, mais il y en avait plus de 150 l'année dernière, et qui viennent, donc, qui ont des parcours tous très divers et qui participent donc à ces différents volets de l'objet associatif. Donc, pour rentrer maintenant un peu plus dans qu'est-ce que c'est que ce sujet de la résilience alimentaire,
Alors c'est intéressant parce qu'on est donc à Lyon. En fait, le nom de l'association Les Greniers d'Abondance vient d'un bâtiment lyonnais qui porte ce nom, qui a été construit au début du XVIIIe siècle et dont la fonction c'était évidemment d'être un grenier, donc de stocker du grain pour nourrir la population et en particulier pour la nourrir en cas de perturbations politiques, climatiques ou quoi qui menaçaient les approvisionnements. Donc c'était vraiment une époque où les pouvoirs publics avaient en charge la sécurité alimentaire des populations et c'était même d'ailleurs l'un des premiers risques pour l'ordre politique de l'époque, hein, c'était les troubles alimentaires et le risque derrière de troubles sociaux qui pouvaient en découler. Et donc évidemment il y avait un enjeu de politique, de sécurité publique qui était évident à ce moment-là. Et aujourd'hui on constate évidemment que les politiques, les pouvoirs publics locaux n'ont plus ce rôle, en tout cas n'ont plus un rôle aussi important sur ces questions alimentaires, mais que les choses sont aussi en train d'évoluer et ça on aura tout le temps d'en discuter avec nos invités. Donc juste pour peut-être préciser sur les questions propres de sécurité alimentaire, puisque donc la question c'est comment assurer notre sécurité alimentaire demain. Donc ça paraît peut-être un peu gros dit comme ça, mais effectivement il y a quand même des choses qui aujourd'hui contraignent le système alimentaire actuel qui nous nourrit. Alors par système alimentaire, on entend en fait toutes les activités qui aujourd'hui sont nécessaires à la production, le transport, la transformation de notre nourriture. Donc évidemment, ça concerne l'agriculture au premier chef, mais pas que. Il y a aussi toutes les entreprises qui sont en amont, qui vont fournir les différents intrants agricoles, donc les semences, les engrais, les machines, l'énergie, les produits phytosanitaires, etc. Et puis toutes les activités en aval de transformation alimentaire, de transport, d'emballage, de logistique, le contenu des repas et même le traitement des déchets, tout ça constitue le système alimentaire dans son ensemble. Et on voit bien donc que c'est une question qui dépasse largement la stricte question agricole. Et donc aujourd'hui, il y a tout un tas d'évolutions d'ordre, alors soit extérieur au système alimentaire, soit intrinsèques, des évolutions propres à ce système, qui font que des problèmes se posent et s'aggravent qui vont s'aggraver en tout cas au cours du siècle. Donc les premiers peut-être qui viennent en tête sont les grands enjeux écologiques que sont le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, notamment les ressources énergétiques, qui sont des menaces qui très concrètement vont impacter par exemple les rendements agricoles. Si on prend le changement climatique, on s'attend dans un scénario moyen d'évolution des températures où en gros on ne fait pas grand-chose pour s'occuper du problème, que les niveaux de sécheresse d'ici 30 ans seront équivalents aux pires sécheresses qu'on ait connues ces 20 dernières années. Donc on sera vraiment sur des niveaux moyens extrêmement défavorables à la production agricole et sur des situations de crise qui pourront se révéler catastrophiques pour les rendements d'une bonne partie du territoire français. Donc évidemment, on se pose des questions ici très concrètes en produisant, confrontés à ces catastrophes de type climatique, d'origine climatique, comment derrière on organise le reste du système alimentaire pour garantir un approvisionnement équilibré à la fois sur notre territoire et sur les territoires qui dépendent de nos productions. La question énergétique est cruciale puisqu'aujourd'hui le pétrole c'est le sang de notre société et en particulier du système alimentaire, puisqu'il y a environ 30 000 camions qui chaque jour traversent la France pour amener les marchandises alimentaires dans les usines de transformation ou derrière dans les supermarchés, ou même pour permettre aux personnes elles-mêmes d'aller acheter leur nourriture. Aujourd'hui on est extrêmement dépendant des voitures individuelles pour ce faire. Et on sait que le pétrole étant une énergie fossile, les problématiques d'épuisement sont très actuelles. Et on s'attend à ce que dans la décennie qui vient, on franchisse ce fameux pic pétrolier où donc année après année, il faudra faire avec de moins en moins de ce pétrole pour subvenir à tous nos besoins et notamment pour garantir le bon fonctionnement du système alimentaire. Donc confronté à tout ça, on se doute que les conditions qui ont aujourd'hui permis au système actuel, disons agro-industriel, de prospérer, ne sont plus garanties dans les années à venir, en tout cas que des contraintes fortes vont s'exercer sur le système actuel, et que donc se pose la question de comment on anticipe ces dégradations et ces crises qui peuvent survenir, comment on transforme notre système alimentaire pour en favoriser la résilience, c'est-à-dire cette capacité à absorber des chocs, à prendre entre guillemets, à subir des perturbations et à assurer ses fonctions, donc de nourrir, de satisfaire le besoin fondamental de l'humanité qui est de se nourrir, malgré donc ces crises à venir. Voilà un peu pour cadrer le débat. Et puis sur ce, on peut peut-être voir un peu ce que les politiques alimentaires aujourd'hui prévoient dans leur grande stratégie face à ce sujet-là.
Ouais, merci beaucoup pour ce tableau assez peu engageant sur la situation de sécurité alimentaire future, du moins si on persiste dans le statu quo. Et avant d'en venir à la stratégie qui est aujourd'hui déployée à l'échelle de la ville de Lyon et du Grand Lyon pour essayer de prendre en compte ces enjeux, comme Félix l'a très justement rappelé, on se rend compte qu'il y a eu un désinvestissement progressif et presque total des pouvoirs publics de la question alimentaire, au-delà, disons, des simples aspects de normes sanitaires, de sécurité sanitaire des aliments. C'est une question qui a été assez débattue par les universitaires, pourquoi c'était le cas et tout ça. Si vous avez des pistes de réponse, ça m'intéresserait de savoir quelles sont vos pistes d'intuition, maintenant que vous comprenez un peu le fonctionnement d'une collectivité publique, et qu'est-ce qui a fait que cette question a pu être délaissée au fil du temps. Et inversement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation croissante, une responsabilisation des collectivités, notamment à l'échelle très territoriale, communes, PCI, sur la question alimentaire à nouveau. Alors qu'on n'a pas encore connu, disons, d'événements alimentaires très marquants, catastrophiques, comme ceux qu'on pourrait connaître dans les années qui viennent. Donc il n'y a pas, dans le contexte, de choses particulièrement évidentes qui viennent expliquer cette responsabilisation croissante. Est-ce que Gauthier ou Jérémy, vous avez une piste d'explication à ce phénomène? À la fois le désinvestissement et à la fois la préoccupation nouvelle qui est exprimée par les collectivités sur la question alimentaire. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, pour revenir sur quelque chose qui est très vrai et que je tiens à souligner, le maire en fait, d'une commune, donc le maire de Lyon, anciennement le consul, avait la responsabilité de la sécurité alimentaire de sa ville. Et il faut se dire quelque chose, c'est qu'en fait, quand on regarde structurellement comment se sont bâties les villes d'Europe, puisque ce sont des villes anciennes, souvent elles se sont bâties autour de la facilité, notamment, de faire en sorte que la population puisse manger sur place. Et Lyon, c'est pas anodin qu'il y ait deux fleuves, c'est pas anodin que ce soit des terres autour qui sont fertiles, parce que c'est un endroit qui s'y prêtait en fait, depuis le temps des Romains, puisque la ville est très ancienne. Donc on cultive à Lyon depuis toujours en fait. Et c'est vrai que petit à petit, et là c'est peut-être un premier élément de réponse, avec l'avènement notamment du pétrole, les choses se sont délitées au niveau du pouvoir public. On a perdu ce levier-là, en tout cas en tant que collectivité. Parce qu'on n'en avait finalement plus besoin. Le pétrole permettant de structurer différemment via un système alimentaire long, pas des circuits longs, ont permis du coup de petit à petit laisser la main au privé. Et on le remarque également d'une même manière avec l'époque industrielle sur les restaurations collectives globales, hein, pas que les écoles, mais aussi restauration collective d'entreprise. Petit à petit, là, qui était dans l'entreprise, s'est privatisé et est devenu en fait un modèle économique en soi. Donc c'est peut-être un premier élément de réponse, c'est notre rapport aux énergies fossiles qui a facilité et structuré différemment les modèles alimentaires et qui du coup est venu se retirer du pouvoir public en tant que tel. Petit changement de micro. Très bien, je prends un micro bleu. Donc ça, c'est peut-être un premier élément de réponse. Et du coup, de fait, on a abandonné des bâtiments comme les greniers de l'abondance, qui est actuellement la DRAF sur les quais de Saône, ou les subsistances qui a eu un passé aussi agricole, etc. Et aujourd'hui, il faut se dire que sur Lyon, dans la ville de Lyon, intramuros, il nous reste un paysan pour une ville de 500 000 habitants. Autant dire rien, plus rien du tout. Voilà, c'est un premier élément de réponse, ouais. C'est la capacité de la ville à externaliser tous ses besoins de production, et y compris de terres agricoles, de les distancier grâce à l'abondance énergétique caractéristique du XXe siècle, quoi. Complètement. Et alors cette abondance, on voit bien qu'elle va se terminer, mais elle n'est pas terminée. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui on se préoccupe à nouveau du fait alimentaire à l'échelle des pouvoirs publics, alors qu'on est, on pourrait dire, quelque part au bord du précipice du point de vue énergétique, climatique et tout ça, mais on n'y est pas encore. Donc est-ce que c'est simplement qu'on arrive pour une fois à voir un peu plus loin, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer ça, électorales ou une montée en conscience dans la population
Bonjour à toutes et à tous, et puis merci déjà à l'École urbaine de Lyon de nous accueillir sur ce plateau. Je suis très heureux de partager la table ronde avec mon collègue Gauthier et puis les Greniers d'Abondance pour deux raisons. Gauthier, sur la même délégation que moi à la ville, on travaille déjà de façon assez régulière ensemble pour arriver à avoir des démarches cohérentes et mutualiser un maximum d'actions. Et puis Greniers d'Abondance, pourquoi? Parce que quand on a été amené à écrire la feuille de route opérationnelle de la métropole de Lyon, et de Lyon, je pense, on s'est beaucoup inspiré du travail que vous avez pu réaliser. Donc très heureux aujourd'hui de participer à cette table ronde. Pour répondre à ta question, Arthur, déjà, il faut se dire que jusqu'à présent, il n'y avait pas de délégation spécifique à ces enjeux-là. C'est-à-dire qu'à la métropole de Lyon comme à Lyon, Gauthier est le premier conseiller délégué à ce sujet à la ville de Lyon. Et moi, je suis le premier vice-président sur la question alimentaire à la ville de Lyon. Avant, c'était dans des portefeuilles beaucoup plus larges et donc pas forcément une attention particulière à cet enjeu-là. Donc certes, il y a une prise de considération de cet enjeu-là, mais il est très récent. Il date de juillet dernier. Ensuite, pourquoi il y a eu une envie de travailler plus spécifiquement sur ces enjeux? Déjà, c'est la responsabilité, quoi. C'est de faire, comme vous dites, de prendre acte de certains constats, ceux que vous avez cités, et puis des constats qui sont plus propres à la ville et à la métropole. Et les deux constats qu'on peut donner aujourd'hui, c'est que la métropole de Lyon, en termes d'autonomie alimentaire, n'atteint pas les 5%. C'est-à-dire que 95% de ce qui est consommé aujourd'hui par les Grands Lyonnaises et Grands Lyonnais provient de l'extérieur de la métropole de Lyon dans un périmètre de 50 km. Ça, c'est une statistique qui avait été identifiée sur le précédent mandat lors de l'élaboration d'un premier volet stratégique de la politique alimentaire métropolitaine. Et puis un autre enjeu qui est important, parce que la métropole, c'est aussi un département. C'est 1 400 000 habitants, 54 000 hectares de superficie, 59 communes et un département. C'est-à-dire qu'elle a également les compétences d'un département et les compétences sociales. Et un des points importants qu'on a relevés après de différentes enquêtes, c'est qu'à peu près un tiers des ménages grands lyonnais aujourd'hui déclarent ne pas avoir les moyens de se nourrir correctement. Et dans ces un tiers de la population, vous avez 15% à peu près de personnes qui déclarent ne pas manger à leur faim. Donc au sein même d'une métropole, aussi attractive et belle soit-elle, il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas s'alimenter, qui ne peuvent pas s'alimenter. Et donc là, il y avait une grande responsabilité aussi de la métropole de prendre en charge cet enjeu-là comme un enjeu social fort pour ces 6 prochaines années. Après, en termes de prospective, on peut se mettre devant des scénarios qui sont peut-être plus lointains, qui ne sont pas tout de suite impactants pour le quotidien de chacun. N'empêche que la crise sanitaire, juste avant les élections, a révélé quand même un certain nombre de constats, et en l'occurrence des constats de difficultés d'approvisionnement en période de crise et de choc majeur. Et un autre constat, c'est l'apparition peut-être plus forte de déserts alimentaires, c'est-à-dire d'endroits dans la métropole de Lyon où les personnes n'ont pas, encore une fois, un accès facile, en tout cas de la nourriture saine et durable. Donc ça sera un autre enjeu qu'on verra ensemble, le type de repas. Et puis le dernier enjeu, en fait, c'est un enjeu plus économique, au sens où on estime que le secteur agricole, alimentaire est pourvoyeur d'emplois locaux, pourvoyeur d'emplois locaux non délocalisables. Et donc il y avait aussi un enjeu sur la dimension économique et surtout de pourvoyeurs d'emplois. Et basiquement, sur cet enjeu-là, la métropole peut agir aussi à travers sa propre commande publique. Typiquement, la métropole aujourd'hui, c'est 80 collèges à gérer quotidiennement, c'est 24 000 repas à servir quotidiennement. Et si on pouvait augmenter de façon considérable la part d'approvisionnement local dans les assiettes de nos collégiens, ça permettrait d'avoir un effet de levier, en tous les cas, sur la production locale et potentiellement sur l'emploi. On verra tout à l'heure que ce n'est pas si simple et on verra qu'il y a beaucoup d'actions à mettre en place avant d'arriver à ça, mais il faut enclencher les choses. Pour information, je disais tout à l'heure, c'est une des premières délégations autour de l'alimentation, dédiée à l'alimentation. Lundi dernier, en Conseil métropolitain, on a voté un plan d'investissement sur les 6 prochaines années. Et ce plan d'investissement, il va être à hauteur à peu près de 3,6 milliards d'euros. Sur ces 3,6 milliards d'euros, on a une part pour l'agriculture, mais qui est relativement dérisoire, puisqu'elle va toucher à peu près 10 millions d'euros sur le mandat. Donc 10 millions sur 3,6 milliards, ça paraît pas grand-chose, en sachant qu'il faut relativiser aussi cette part-là, c'est de l'investissement, en sachant que la plus grosse part des investissements, ça reste l'urbanisme, les équipements, les transports, etc. N'empêche que cette mandature a décidé de quadrupler ce budget. C'est-à-dire, vous imaginez donc du coup le budget qui était consacré
consacré à cet enjeu-là sur les précédents mandats. Donc on quadruple le budget consacré à l'agriculture et à l'alimentation en termes d'investissement. Et on renforce aussi les équipes au sein de la métropole pour adresser ce sujet et de pouvoir porter un maximum de projets sur ce mandat. Donc voilà, c'est un peu les lignes directrices. Donc c'est pas attendre d'être dans le mur justement, de bien prendre en compte tous les constats et encore une fois les constats qui sont adressés dans votre rapport nous permettent au moins de les communiquer plus facilement à des tiers qui seraient moins sensibles à ces enjeux-là. Et voilà. Merci beaucoup. Donc peut-être avant de décrire un peu globalement les grands axes stratégiques du PATLI, du projet alimentaire du territoire lyonnais, peut-être que pour que les auditeurs comprennent bien, on peut comparer les deux échelles. Donc Gauthier, toi tu es conseiller délégué à la ville de Lyon, donc ville de Lyon c'est 400 000 habitants, il me semble 500 000, avec donc une ferme, très peu de territoire agricole, voire quasiment pas. Quelles sont les prérogatives d'une ville? Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement pour agir sur la question alimentaire, vu que dans ton titre il y a sécurité alimentaire? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs très intéressant de le voir sur les compétences différentes des collectivités et de voir comment ces compétences-là vis-à-vis du système alimentaire peuvent agir en fait. Quels sont nos leviers sur une ville? Dans le système alimentaire, au niveau de la ville de Lyon, effectivement, en fait, on est un bassin de mangeurs. On est une ville qui mange au centre d'un territoire beaucoup plus vaste. Et du coup, dans le système alimentaire, notre levier principal, c'est ça. C'est la consommation de nourriture. J'avais fait un rapide calcul, mais d'estimation, il y a à peu près 1 kilo de nourriture par personne et par jour. Donc on est à peu près plus de 500 000 kilos par jour de nourriture qui doivent arriver dans la ville de Lyon pour nourrir tous les habitants. Donc les chiffres sont juste énormes. Et à ce niveau-là, la collectivité a des moyens, des leviers d'accès, d'action. Le premier, c'est la restauration collective. Jérémy parlait des collèges. Nous, au niveau des compétences, c'est les écoles, les crèches et les résidences seniors. Rien que sur les écoles, on a à peu près, on va dire 30 000 repas par jour de servis. Finalement, ça représente au final, mis bout à bout, pas grand-chose, mais c'est quand même un levier que l'on peut actionner. Pas grand-chose par rapport à la totalité de ce qui est consommé quotidiennement par la population lyonnaise. Ouais. Malgré tout, c'est un axe fort parce que ça nous permet déjà de l'actionner, puisqu'on l'a concrètement dans les mains. Et en plus de ça, ça permet de potentiellement faire levier d'entraînement si on s'y met avec la métropole, si on s'y met avec d'autres villes comme Villeurbanne juste à côté. En fait, ça commence à faire du poids. Et si on renoue le lien avec la campagne et la production, ça permet quand même de potentiellement réfléchir à restructurer des filières. Donc là-dessus, nous, on a un enjeu qui est très très haut au niveau des cantines. C'est d'arriver à 100% bio, 50% local à la fin du mandat. Et quand on dit 50% local, c'est dans un rayon de 50 km autour de Lyon. C'est-à-dire dans le périmètre du projet alimentaire du territoire lyonnais. Tout à fait. Et en fait, quand on dit ça aux acteurs de l'agriculture, aux actrices de l'agriculture autour de la table, généralement, ils tombent de leur chaise parce que l'enjeu en 6 ans est quand même très très grand. Même si on a une chance assez fabuleuse à Lyon, il faut se le dire, d'avoir un territoire qui est encore très agricole en fait. On a beaucoup de production autour de la ville, autour de la métropole pour 1,4 million qui pourrait quand même servir bien cette ville. Malgré tout, c'est un enjeu. Voilà. Et en plus de ça, on rajoute une offre végétarienne par jour et 2 repas végétariens par semaine. Donc là aussi, il va y avoir une question de filière au niveau des légumineux notamment et des protéines végétales. Bon. Ça, c'est intéressant. C'est peut-être un point que Félix, par exemple, tu peux expliciter un peu pourquoi en fait basculer vers des régimes plus végétariens. Parfois, il y a une incompréhension, alors que voilà, vous pourrez faire de l'élevage plus durable, aller vers de la production de viande de qualité. Souvent, ça nous est opposé. C'est souvent quelque chose qui n'est pas vu comme très souhaitable par la population. Qu'est-ce qui fait que c'est important, Félix? Est-ce que tu peux résumer en quelques mots juste cette nécessité d'aller vers des régimes plus végétaux? Ouais. En fait, tu voulais finir? C'est tout. Ok. Non, c'est simplement que ça correspond à une
faire une utilisation plus optimale de la ressource, et donc notamment dans une situation où on va y avoir des contraintes de plus en plus importantes sur les productions végétales, parce que changement climatique, épuisement des ressources qui nous permettent de fabriquer les engrais, qui nous permettent d'avoir tout un tas de produits aussi phytosanitaires à notre disposition. On s'attend à ce que les productions végétales, de manière générale, même dans un pays comme la France, décroissent. Et donc, on va se retrouver à devoir faire face à des arbitrages entre où est-ce qu'on alloue en fait ces productions qui sont finalement touchées par des perturbations, des croissances de ces productions-là, entre l'alimentation des humains et l'alimentation des animaux d'élevage. On pourrait se dire, il y a évidemment une priorité à mettre sur l'alimentation humaine, mais il faut bien avoir en tête les ordres de grandeur actuels, où en fait aujourd'hui, si on prend la production céréalière française par exemple, alors la moitié est exportée, mais pour ce qui n'est pas exporté, donc pour les utilisations intérieures des céréales, eh bien, on en a 60% qui servent à l'alimentation des animaux d'élevage, en particulier les poules et les porcs, un peu aussi les ruminants dans certains types d'élevage. Et finalement, il n'y en a que 20% qui servent à l'alimentation humaine. Et les 20% qui restent, c'est des usages soit en tant que semences, soit des procédés plus industriels de production de biomatériaux ou d'énergie. Et donc, on voit bien qu'il y a une disproportion entre les utilisations humaines et animales, et que face à une contrainte sur la production végétale, ce qui s'avère à peu près difficile à éviter, au vu des perturbations à venir, que de toute manière, il faudra revoir cette organisation-là, et donc aller vers des régimes plus orientés vers les produits végétaux. Merci beaucoup pour ce point. C'est simplement pour préciser en effet quelque chose qui n'est pas intuitif pour tout le monde, qu'il existe une compétition entre les usages alimentaires pour l'homme et pour les animaux d'élevage aujourd'hui, des ressources agricoles. Et donc en termes par exemple de production céréalière, c'est très net. Et en termes de surface agricole utile en France, c'est encore plus net. Je crois que c'est 85% qui est dédié à l'alimentation animale, in fine. Donc il y a évidemment certains modes de production qui servent uniquement à valoriser des sous-productions, disons, à usage alimentaire humain. Mais l'écrasante majorité de l'élevage tel qu'il fonctionne aujourd'hui est très dépendant de ressources alimentaires qui pourraient être utilisées autrement. Donc on se doute que dans un environnement plus contraint en ressources, et où aussi on essaye de donner plus de place à la nature dans les paysages, on a intérêt à diminuer massivement le poids que fait peser notre consommation alimentaire d'origine animale. Donc c'était juste simplement un point là-dessus. Donc Gauthier, merci pour ce contour de ce qui se fait à l'échelle d'une ville. On a d'autres leviers, mais j'y reviendrai après. Donc, peut-être prendre sur le panorama aussi, parce que en fait on a tendance à mettre la métropole de Lyon souvent comme l'image d'Épinal de l'urbain, le tunnel de Fourvière, les bouchons pendant les vacances, etc. Mais encore une fois, la métropole de Lyon, c'est 1 400 000 habitants, c'est 59 communes, et je vous disais tout à l'heure, c'est 54 000 hectares de superficie totale. Aujourd'hui, les espaces naturels et agricoles représentent encore près de 24 000 hectares. Donc c'est quasiment 50% de la surface totale de la métropole est encore sanctuarisée, protégée d'un point de vue naturel et agricole. Donc 24 000 hectares, et sur la surface agricole utile à l'intérieur de la métropole, on est à peu près à 12 000 hectares de surface agricole. 12 000 hectares dont, je ne sais pas si c'est un dispositif qui est connu aussi, mais surtout sur la métropole, le dispositif PENAP, mais en gros des zones agricoles protégées, des ZAP. On a à peu près de 10 000 hectares aujourd'hui de terres d'espaces naturels et agricoles qui sont sanctuarisés par un dispositif qui s'appelle PENAP. Donc c'est important de le resituer parce que du coup ça donne le potentiel, c'est le potentiel de remobilisation de ces terres agricoles à destination de circuits courts et de consommation locale, puisque en fait ces espaces agricoles sont faits grignoter naturellement, normalement, par des cultures qui sont plutôt aujourd'hui orientées vers du circuit long, et ce qui amène en fait à avoir quasiment 95% de ce qu'on produit qui est exporté en dehors de la métropole, alors qu'il pourrait être mobilisé potentiellement pour la propre consommation et donc gagner en sécurité alimentaire derrière. Voilà, donc c'est important pour moi de vous donner ces chiffres-là pour casser un peu l'image d'Épinal et surtout montrer qu'une métropole, elle peut aussi développer son propre potentiel, ce qui ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que les masses de volume qui sont avancées tout à l'heure par Gauthier, malgré la mobilisation de ces milliers d'hectares sur la métropole, on n'arrivera pas
dans tous les cas, être autosuffisant. Donc, il y a aussi une autre notion qui est importante, et c'est pour ça que le PAT de Lyonnais a été imaginé dès le départ sur un périmètre plus large que le contour administratif de la métropole, et s'étend sur 50 km à minima pour pouvoir aller chercher les ressources qui sont nécessaires. Et moi, ce que j'essaye de construire aujourd'hui, c'est ces coopérations avec les territoires voisins, c'est comment on les équilibre. C'est-à-dire qu'on brise aussi une autre image de la métropole prédatrice de ressources, et d'arriver à avoir un rapport avec les territoires voisins plus équilibré et plus juste en matière de développement économique local, développement d'emploi, d'échange aussi. Coopération équilibrée, ça veut dire qu'est-ce que la métropole peut mettre en place aussi de son côté pour faciliter la vie de ses territoires voisins. On a des axes autour de la mobilité, de la production d'énergie, etc. Donc on voit vite que en fait, la notion alimentaire, elle va nous amener à dépasser la notion simplement alimentaire. Et on part du bas de la pyramide de Maslow, en fait, mais on va assez vite aller grimper dans l'échelle de la pyramide de Maslow pour aller vers des enjeux qui donnent du sens à un territoire plus large, quoi. Voilà. Et alors, donc très intéressant, on voit qu'à l'échelle métropolitaine et encore plus à l'échelle du périmètre du PATLI, donc Lyon plus 50 km autour, qui a justement été fait pour englober des espaces agricoles suffisants pour nourrir en théorie les habitants qui se trouvent dans cette zone. Là, on voit qu'il y a une bonne part de ce territoire qui est agricole et qui est encore utilisé à cette fin, mais on voit qu'on produit aussi beaucoup et qu'on exporte beaucoup, et qu'on pourrait finalement s'autosuffire, ou tout du moins dans une certaine mesure, si on relocalisait les flux de production. Donc quels sont les grands axes stratégique du projet alimentaire territorial lyonnais, si on souhaitait reboucler un peu plus intelligemment ces flux de matière, ces flux d'aliments? Alors, je vais donner deux exemples d'actions qu'on est en train de mettre en œuvre, et dont certaines qui ont déjà porté leurs fruits. Basiquement, c'est de commencer déjà avec les producteurs en circuit long, de voir comment les producteurs en circuit long peuvent ramener du circuit court dans leur production. Et en l'occurrence, développer des cultures d'assolement, typiquement pour des céréaliers, qui permettent en fait de répondre à une demande, et en l'occurrence sur les lentilles. On a lancé une filière lentilles auprès de producteurs en circuit long, qui permet dans leur propre production de les amener à changer leur vision de leurs débouchés, et de voir qu'il y a potentiellement des débouchés en circuit court sur des produits spécifiques. Donc là, on a produit, on va être l'objectif d'une 20aine de tonnes de lentilles dédiées à la restauration collective. Donc c'est plutôt des acheteurs publics derrière qui s'engagent à acheter les lentilles qui sont produites par des céréaliers qui habituellement exportent leur production céréalière, quoi. On bosse pas mal avec les Robins des Champs, en l'occurrence sur le sud lyonnais, sur cet enjeu-là. L'autre chose, c'est comment on remet des producteurs qui sont dans cette dynamique de circuit court. C'est-à-dire qu'on peut infléchir des modèles de circuit long vers des circuits courts, mais on peut aussi redonner du pouvoir foncier à des producteurs qui, eux, se décident de se remettre dans du circuit court. Et donc là, c'est plutôt une démarche qui va s'initier un peu à la racine, quoi. C'est qu'on voit apparaître dans des porteurs de projets qui tapent à la métropole en disant nous, on veut du foncier pour faire des surfaces de maraîchage, plutôt des petites surfaces généralement. Un certain nombre de ces porteurs de projets n'ont aucun patrimoine familial agricole, c'est-à-dire ils ne viennent pas de ce monde. Ils n'ont potentiellement pas la formation initiale, même parfois, pour se lancer dans ces projets. Donc comment on accompagne en fait ces acteurs qui souhaitent se reconvertir ou se former dans ces métiers avec cette vision circuit court. Et donc là, on est en train d'identifier sur la métropole la mise en place de lieux tests, d'espaces tests sur différents modes de production, du maraîchage, de l'élevage, de la céréale aussi, et de voir comment on peut les accompagner en leur donnant du foncier, de l'équipement, de l'ingénierie, de l'accompagnement, qui leur permettent de se tester pendant quelques années et se rendre compte potentiellement que ce métier est trop dur, qu'ils sont plantés complètement de l'image d'Épinal du maraîchage qu'on peut se faire, et de se lancer véritablement au bout de 3 ans. Et nous, de nous laisser le temps, parce qu'une des compétences d'une collectivité, c'est quand même d'aménager son foncier. Et donc, c'est de laisser le temps de ces 3 ans-là pour libérer du foncier à proximité des espaces tests, pour que ces personnes basculent d'un espace test vers une exploitation plus pérenne. Et l'autre enjeu, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est la notion, le modèle de production qu'on veut mettre derrière, c'est-à-dire le modèle même d'organisation de la production. Et là, je parle de coopération, de coopératif en l'occurrence, mais peut-être qu'on en reparlera après. Je vais laisser la parole à Gauthier aussi.
La transition en fait est toute trouvée parce que ces espaces tests où on met des personnes, ces personnes-là en fait d'où elles viennent. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a 50% de la population agricole qui va partir là dans les 10 ans, donc qu'on va devoir remplacer au mieux pour maintenir l'état actuel des agriculteurs et des agricultrices. Voilà. Donc ces gens-là, en fait, ils viennent avant tout des villes. Et les paysans de demain sont à Lyon, si je peux le dire comme ça. Et donc, en plus de ça, avec la crise sanitaire, ça s'est accentué, mais on le sent bien qu'il y a une volonté de ce monde urbain de retourner à la terre. Et là, la commune, en tant que telle, a un rôle à jouer d'accompagnement pour ne pas faire en sorte que ces gens-là tombent dans un champ trop vite, entre guillemets, et se désillusionnent vis-à-vis de ces métiers agricoles. Et donc là-dessus, la ville peut travailler à cette première étape de formation, de mise en lien avec les campagnes environnantes, d'agriculture urbaine également, que l'on peut mettre en place de lieux un peu test au sein de la ville, pour ensuite envoyer ces gens potentiellement, si c'est vraiment le métier qu'ils souhaitent, sur des espaces tests, etc. Et là-dessus, on travaille notamment avec l'ARDAB ou avec la chambre d'agriculture pour vraiment avoir un lien de formation qui est vraiment logique en fait pour toutes ces personnes-là qui souhaitent se reconvertir, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de reconversions, ou même se former à ces métiers agricoles. Il faut se dire que dans la ville de Lyon, donc, qui est la 3e ville de France, il n'y a pas aujourd'hui de formation agricole au sein même de la ville. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Parce qu'il y a demain, des métiers de l'agriculture sont des métiers d'avenir, en fait. Et il va falloir les revaloriser. Bon, on a l'ISARA, qui est une école supérieure, mais on n'a pas de métier de formation agricole au sein même de la ville de Lyon. Donc il y a donc des actions sur la formation également. Donc vous menez déjà une grande panoplie d'actions à l'échelle de la ville et de la métropole, alors que vos délégations respectives sont très récentes pour chacun. Une question qu'on s'est posée couramment avec Félix. On traite avec beaucoup de villes ou de collectivités ou d'acteurs du système alimentaire qui conduisent des projets alimentaires territoriaux, comme vous à l'échelle métropolitaine. Donc il y a à peu près aujourd'hui 200 PAT en France, avec des niveaux d'avancement et d'ambition très variés. Et assez souvent, ces PAT, qui reçoivent donc parfois pour certains un label du ministère qui leur permet de financer un peu d'ingénierie de projet, on a l'impression qu'ils sont souvent le recueil des initiatives préexistantes et qui vont être accompagnées sur le territoire, donc des actions qui sont parfois très louables, qui sont accompagnées par la collectivité pour améliorer par exemple la tendance qui affecte la population agricole, améliorer l'approvisionnement des cantines et tout ça. Mais on a l'impression que ce n'est parfois que ça. Autrement dit, on a l'impression que les PAT parfois ne se préoccupent pas de suivre les indicateurs un peu macroscopiques à l'échelle de la ville, du sens pris, indépendamment ou enfin en tenant compte des initiatives qui sont accompagnées. Donc si je prends un exemple, par exemple, c'est très fréquent de voir une commune qui se bat bec et ongle pour installer un magasin de producteurs dans le centre-ville et qui parallèlement laisse agrandir de 20 000 m² un Leclerc dans ses périphéries immédiates. Donc on se doute que ça va pour effet immédiat de vider des commerces de proximité, et toutes les études d'évaluation socio-éco le laissent présager. Et c'est ce qui se passe, ce qui se passe effectivement. Il y a le cas de Saint-Étienne qui est assez emblématique en la matière, et de beaucoup de villes moyennes malheureusement en France. Autre exemple, on se pose souvent la question, comment accompagner la population dans un changement de logiciel, changement des pratiques de consommation. On se dit mais c'est les enfants qui vont faire que les parents vont consommer plus végétal, mieux et tout ça. Et puis parallèlement, donc c'est les villes qui ont en charge les règles d'affichage publicitaire. Et si on sort là dans la ville de Lyon, on verra des 3x4 qui nous proposent d'aller dans un fast-food, de manger sucré, de manger gras, de manger salé, alors qu'il y aurait écrit en dessous ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Bref, on voit qu'il y a des injonctions un peu contraires à chaque fois. Et on peut aussi bien sûr le voir pour tout ce qui concerne l'urbanisme, l'artificialisation des sols. Donc on peut dire ça c'est une zone vraiment à sanctuariser parce qu'elle a une bonne valeur agronomique ou naturelle. Et puis parallèlement, on regarde pas trop ce qui se passe, mais on continue. Donc certes on réduit les ambitions d'artificialisation par rapport au plan d'urbanisme précédent, mais qui était de toute façon tellement permissif que c'est pas sur cela qu'on doit prendre référence.
mais on continue à artificialiser alors qu'on sait bien qu'on est déjà bien au-delà de ce qui est souhaitable du point de vue de l'artificialisation. On est les champions d'Europe en France de taux d'espace artificialisé, y compris en surface commerciale par habitant, il me semble. Donc est-ce que vous ressentez ça dans la métropole de Lyon ? Si oui, comment expliquer ? Est-ce que c'est, disons, des directions, des services qui ont des visions différentes des choses, des oppositions intestines à la ville de Lyon ou plus généralement dans les collectivités qui expliquent ça ? En fait, c'est pas tant des oppositions que de l'absence de cohérence. En fait, c'est plutôt ça. Et pour tout dire, c'est ce que je disais à l'instant, hein, quand on tire sur le sujet de l'alimentation, on va commencer à élargir le scope et aller sur d'autres sujets. Les deux sujets que tu as évoqués, hein, la pub et l'urbanisme, c'est deux sujets qui ont été pris en charge dès le début du mandat. C'est-à-dire qu'on est en pleine modification du règlement de publicité sur la métropole de Lyon, avec comme postulat, arrêtons la publicité comme celle que tu as décrite. Et elle a son utilité, la publicité, mais pour en faire la promotion d'événements culturels, la promotion du bien commun, entre guillemets, mais pas forcément la promotion d'une alimentation comme celle que tu as décrite. Donc elle est en pleine modification, ce RLP. Mon collègue vice-président à la réduction de la publicité, pareil, un truc vice-président à la réduction de la publicité. Donc voilà, on en est là aujourd'hui à voir Philippe qui prend corps et âme ce projet, parce que c'est pas anecdotique en fait. C'est ultra impactant pour le quotidien de chacun, à la fois en termes de pollution, mais aussi en termes de pédagogie en fait. Donc voilà, RLP, réduction de la publicité, prise en charge par Philippe Guelpa-Bonaro depuis des semaines, et là qui est en train de faire le tour des communes pour présenter son projet et cette modification. L'urbanisme, c'est pareil, cohérence. Dès qu'on est arrivé en poste en juillet dernier, il a été lancé une modification du PLU. Dans cette modification du PLU, il y a une attention particulière sur les espaces naturels et agricoles et sur toutes les zones qui sont aujourd'hui urbanisées ou à urbaniser. Quelle vocation demain on peut leur donner autre que d'urbain et de l'urbain, quoi. Et donc là, il y aura probablement un certain nombre de décisions qui vont être prises, de redonner aussi la place à l'agriculture, en tout cas redonner de la place aux espaces naturels sur la métropole, qui sont encore une fois déjà bien pourvus. Hein, la métropole est déjà bien pourvue. Voilà. Et il y avait un premier élément que tu citais avant de parler d'urbanisme et de publicité, mais j'ai oublié. Il y avait l'urbanisme commercial, voilà. La concurrence entre magasins de producteurs qu'on installerait en centre-ville, et puis l'omniprésence des grandes surfaces commerciales en périphérie, quoi. C'est ça. Alors, ça ne vous aura pas échappé que pendant toute cette campagne électorale, on a quand même beaucoup axé notre communication sur arrêter l'expansion de ces grandes surfaces, de ces grandes enseignes, et arrêter, et peut-être t'en parlera plus concernant la ville de Lyon et Amazon, mais voilà, c'est comment on est cohérent aussi dans ce qu'on souhaite promouvoir au quotidien. Donc il y a un grand projet de redynamisation des bourgs-centres. Encore une fois, il n'y a pas que Lyon, il y a 58 autres communes dans la métropole qui parfois sont des toutes petites communes. La plus petite commune, c'est 1500 habitants sur la métropole. Donc voilà, et donc à chaque fois des besoins de services et des besoins de services de proximité et potentiellement des belles opportunités commerciales pour des producteurs ou des artisans locaux. Donc ne pas mettre une balle dans le pied en dénaturant ce métier, quoi. Donc voilà, et là c'est plutôt ma collègue Emeline Baume en charge de l'économie et de l'économie de proximité qui est en charge de mettre en place cette cohérence. Voilà. Très intéressant. Donc on voit qu'en fait la cohérence progresse au fur et à mesure que l'idée de la question alimentaire et agricole progresse. Il y a une mise en cohérence nécessaire entre services qui va complètement. Se faire. Mais si on veut même rentrer dans le détail de l'organisation de services, en fait, aujourd'hui, il y a une grande délégation autour de la transition écologique. Et dans cette grande délégation qui amène la transversalité entre les services, entre de la maison métropole, quoi, des 9000 collaborateurs de la métropole, et il y a une délégation spécifique sur ces enjeux où on va retrouver la dimension de l'eau. On en parlera peut-être parce qu'elle est fondamentale. En fait, on en a parlé un peu en introduction, qui a une dimension agriculture, qui a la dimension énergie, climat, publicité, et qui intègre la dimension biodiversité, environnement, risque. Et ces 4 VP et déchets. J'ai oublié les déchets, la gestion des déchets, avec la notion de le déchet n'est pas un déchet, le déchet est une ressource, et en l'occurrence dans le monde agricole, comment on récupère la matière organique un maximum pour la remettre et réamender les sols avec de la matière organique propre, quoi. Et donc ces 5 VP, vice-présidents, en fait, on discute régulièrement ensemble sur ces enjeux-là, et les services d'autant plus, quoi, puisqu'ils sont à l'intérieur même d'une même délégation. Ok.
Gauthier, tu voulais ajouter quelque chose sur Amazon? Peut-être que ça m'intéresse, en tout cas à titre personnel, et peut-être que... Ouais. Avant de venir sur le sujet d'Amazon, il y a une grande cohérence entre la ville et la métropole, et c'est ça, moi, dont je suis intimement convaincu, qui va faire aussi qu'on va y arriver. Tu décrivais le modèle des VP, des vice-présidents au niveau du pôle. À la ville, c'est pareil. On a un pôle transition écolo où il y a l'urbanisme, où il y a la rénovation des bâtiments, l'énergie, l'alimentation et l'agriculture, et la bioressource, parce que j'aime bien aussi parler de bioressources et pas de déchets, notamment en termes de système alimentaire, ce qui est d'ailleurs plus juste. Donc pareil, en fait, ce qui va faire qu'on va avoir du poids, c'est de base d'avoir eu des délégations ou des vice-présidences qui vont parler d'alimentation, non plus comme un moyen, mais comme un objectif. Et quand on a dit ça, finalement, on change de paradigme, parce que les services se réorganisent autrement, on voit les choses autrement. Il se faisait des choses au niveau de l'alimentation à la ville de Lyon, mais voilà, c'était par service, c'était par silo. On parlait d'alimentation parce qu'on parlait des cantines, on parlait un petit peu du système alimentaire parce qu'on avait des jardins partagés, mais, ou quelques vergers, mais il n'y avait pas d'unicité en fait, et de se dire, et puis on en parlait également un petit peu, et ça j'aimerais qu'on en revienne sur l'approche de justice alimentaire et d'aide alimentaire. Donc on en parlait un petit peu à chaque fois auprès du CCAS, auprès du centre d'éducation, etc. Mais il n'y avait pas de politique unie en fait. Il n'y avait pas d'objectif commun, c'est-à-dire que l'alimentation ou le système alimentaire est un objectif en soi et non pas un moyen. Voilà. Et ça, je pense que ça va changer beaucoup de choses. D'autant plus qu'à la métropole, on a un miroir assez fabuleux finalement, et les planètes sont relativement bien alignées. Sur Amazon, on est au-delà du territoire intramuros de la ville de Lyon. C'est pas pour ça que la ville de Lyon n'a pas son mot à dire. Et c'est pour ça que le maire, d'ailleurs, c'est Grégory Doucet, s'est prononcé sur le sujet. Je pense qu'on a, même si c'est peut-être que symbolique, des prises de position à avoir sur le monde futur que l'on veut. Et oui, il vaut mieux réfléchir à la valeur d'une terre en termes de production alimentaire pour la ville, plutôt que de se dire qu'on va refaire du béton pour accueillir une plateforme de distribution massive type Amazon. Donc là aussi, oui, on a une position à avoir assez franche et assez équilibrée avec les territoires qui nous entourent. Un vrai lien en fait ville-campagne, parce que sans cette campagne-là, Lyon n'est rien, et Lyon a aussi des choses à apporter à toute cette campagne-là. Donc il faut renouer ce lien-là, non pas de prédation, non pas d'être la ville qui mange aussi les terres agricoles parce qu'elle s'étend, mais en fait un lien de collaboration. Et ça, de commune à commune. On réfléchit à vraiment même jumeler des territoires agricoles avec des arrondissements de la ville de Lyon. Ça fait sens. Et ça peut vraiment renouer ce lien qui s'est rompu avec le temps. De fait, parce que de plus en plus les gens ont moins en moins de grands-parents agricoles dans l'agriculture. Ça, c'est assez marquant. Il y a de ça 50 ans, on avait tous dans les familles quelqu'un qui travaillait la terre. Et petit à petit, ça s'est délité. Et aujourd'hui, les familles lyonnaises ont peu ce lien, finalement. Il y a peu d'ancêtres directs qui sont encore travail de la terre. Félix. Ouais, ce que tu dis là, Gauthier, me fait penser ce que vous avez dit en fait tous les deux, qu'aujourd'hui, donc les politiques alimentaires commencent à gagner en cohérence en interne entre les services, qu'il y a un vrai portage politique derrière, et on sent que, c'est quelque chose qui va aller en montant en puissance. Donc nous, on travaille un petit peu avec l'agglomération d'Angoulême sur ces questions-là, dans le cadre d'un projet de recherche-action. Et on voit que ce portage politique, il est présent, il est essentiel à la bonne dynamique de ces projets alimentaires, mais que ce n'est pas suffisant et qu'il y a tout un travail aussi à faire, d'une part avec les autres acteurs du système alimentaire, puisqu'on a vu que c'était un système complexe avec une multitude d'acteurs impliqués, des agriculteurs aux entreprises de la transformation, etc., de la distribution, de tout un tas d'acteurs aussi du monde agricole de manière générale. On pense évidemment aux chambres d'agriculture, aux SAFER qui sont en charge du foncier, etc. Donc
avec Grand Angoulême, ils ont monté un comité de pilotage qui essaye justement de mettre un petit peu autour de la table ces différents acteurs du monde agricole et alimentaire pour avoir une structure un petit peu représentative de ces enjeux et des personnes qui prennent des décisions ensemble pour aller sur tout ça. Donc une première question, ça serait comment vous pensez structurer cette gouvernance finalement du projet alimentaire, qui y sera associé? Est-ce que les citoyens et les citoyennes aussi auront leur place? Parce que ça, c'est aussi quelque chose dont on en reçoit des échos à Angoulême, c'est que des fois, à l'aglo, ils reçoivent des messages de personnes, d'habitants et d'habitantes qui disent on sait qu'il se passe des choses, mais on veut en savoir plus, on aimerait bien être aussi associé d'une manière ou d'une autre, etc. Donc il y a cette première chose. Et puis pareil, il y a aussi des comités qui se montent avec des élus référents par commune pour justement monter des groupes de réflexion pour aller plus vite, parce qu'il y a aussi beaucoup d'appétence de la part de certaines communes pour aller encore plus loin et participer à cet élan-là. Et puis la deuxième question qui vient en fait derrière, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de vos ambitions? Est-ce que vous arrivez à faire des arbitrages en interne pour vous donner suffisamment de temps de travail humain, de ressources pour avancer? Puisque là, pour le coup, c'est aussi un retour qu'on a depuis, avec l'expérience d'Angoulême, c'est que on voit l'énormité du travail que c'est en fait, et que pour une personne qui va travailler par exemple à temps plein sur ce projet-là, évidemment, tout de suite elle est saturée de travail et on se rend bien compte qu'il faudrait multiplier par 5 le nombre de personnes pour vraiment aller jusqu'au bout. Est-ce que vous avez quelques éléments là-dessus? Peut-être plusieurs éléments. Déjà par rapport à la gouvernance PAT, en fait on est en plein dedans. On est en train de définir des scénarios avec différents modèles de gouvernance. Et pas plus tard que la semaine prochaine, c'est mon enjeu avec les services d'arbitrer, de décider là où on va. Et évidemment que la gouvernance, elle ne doit pas rester que territoriale, que élue, que collectivité. Elle doit impliquer la filière, elle doit impliquer les acteurs que vous avez cités pour qu'elle ait une légitimité finalement, que SPAT ait une légitimité. D'ici que ces acteurs soient formellement dans une gouvernance, qu'on commence à travailler, il y a quand même des scènes de dialogue qui sont existantes, quoi. Et il faut les travailler dès à présent. Et une des scènes de dialogue, par exemple, pour être à l'échelle territoriale du PAT, c'est l'agence d'urbanisme de Lyon, qui aujourd'hui couvre ce qu'on appelle quasiment l'interscot. Donc c'est tous les schémas de cohérence territoriale faits par différentes collectivités à Lyon, mais tout autour de Lyon. Et dans cette structure, il y a ce qu'on appelle un observatoire des espaces naturels et agricoles qui existe déjà, qui est déjà préexistant, qui a déjà sa vie quelque part, avec des moyens et des ressources qui sont dédiés à cette observation. Et donc là, l'enjeu du politique, c'est de dire qu'est-ce qu'on lui donne comme élan à cet observatoire. Et ma commande aujourd'hui, c'est de dire on va vers ces enjeux de PAT et de résilience territoriale. Et c'est sur ces enjeux-là qu'aujourd'hui, on doit faire travailler les moyens existants. Donc il n'y a pas que à amener des nouveaux moyens, même s'ils sont très utiles. Et d'ailleurs, c'est dans les services de la métropole, qui étaient encore très sous-dotés, on a déjà doublé les effectifs. Là, on est en train de les doubler. Pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, il y a 2 offres, un chargé de mission agriculture, chargé de mission alimentation, qui sont actuellement en ligne, quoi. Donc voilà, mais ça ne sera pas suffisant. On va être 4 à travailler sur ces enjeux, comme on disait tout à l'heure, à cette échelle-là. Ça paraît pas énorme. Mais après, il y a aussi d'autres enjeux. Contre combien de personnes à l'assainissement, par exemple, pour donner des ordres de grandeur? Non, mais même sans parler d'assainissement, globalement, c'est plus de 9000 collaborateurs. Donc, effectivement. Mais encore une fois, les comparaisons ne sont pas justes, parce que en fait, il y a des services qui nécessitent de la présence humaine, qui nécessitent de l'opérationnel et qui est fortement consommatrice de ressources. Donc, c'est normal quand on gère, par exemple, l'ensemble pour relever toutes les poubelles de la métropole, évidemment qu'il faut du monde pour le faire, quoi. Donc, on ne peut pas comparer des services qui sont plus sur un mode d'ingénierie, d'accompagnement, et des services qui sont sur de l'opérationnel quotidien. Et déjà encore, il faut se satisfaire aussi des petites étapes qu'on franchit et de voir que en fait on amène un cap, quoi, et on amène une dynamique, on va dire ça comme ça. Et puis après, encore une fois, moi je le dis souvent, les gens n'ont pas attendu la collectivité pour se mettre en mouvement, quoi. Les greniers d'abondance n'ont pas attendu la métropole pour réaliser ce que vous avez réalisé. Il y a des acteurs aujourd'hui dans la ville qui agissent pour la justice alimentaire, qui agissent pour la résilience alimentaire, et qui sont bien souvent encore à l'échelle de l'expérimentation, du prototype, du premier jet. Et ben là, la collectivité, elle a un rôle aussi, c'est comment accompagner ces acteurs pour les faire changer d'échelle, et les faire changer d'échelle
aussi dans le cadre de la politique qu'on souhaite mener. Donc j'entendais aussi tout à l'heure dans ta remarque, Arthur, de dire souvent c'est un assemblage de compétences ou de projets. Moi, j'insiste sur le fait que la collectivité, elle doit être proactive dans la commande qu'elle passe. C'est-à-dire qu'elle doit amener ce cap dans lequel on va trouver des acteurs qui potentiellement peuvent s'insérer. Voilà. Donc entre les partenaires existants, les ressources en interne et les ressources existantes dans d'autres structures qui peuvent participer à l'effort de guerre, on peut commencer à avoir les moyens de faire des belles choses. L'autre chose, c'est les acteurs même économiques. On parlait des agriculteurs et de la transformation. Pour les rencontrer régulièrement maintenant et rencontrer aussi les acteurs de la transformation, ces sujets de résilience alimentaire et de justice alimentaire commencent à devenir aussi des priorités. Donc, alors il y en a certains priorités greenwashing ou priorités RSE et d'autres qui s'insèrent vraiment dans cette dynamique-là au sens vraiment opérationnel, dans leur mission sociale, ils intègrent ces aspects-là. Donc il y a aussi un mouvement qui commence à s'amorcer et encore une fois, moi j'aime bien dire toujours on parle d'hôtels de la métropole, d'hôtels de ville, d'hôtels de région, mais en fait, la fonction hospitalière de la collectivité, on l'a souvent oubliée. La métropole est souvent là pour faire du SAV auprès de la population. Et bien maintenant, comment on devient hospitalier, c'est-à-dire comment on accueille l'ensemble de ces acteurs pour qu'ils participent aussi à la politique de la collectivité. Donc renforcer la fonction hospitalière, ça veut dire amener de l'ingénierie, de la compétence pour être au service des porteurs de projets. Et ça peut prendre la forme d'espace test agricole, basiquement. Ça peut être une forme d'accueil de ces gens qui souhaitent se reconvertir et qui ne trouvent pas la façon de s'insérer dans le foncier métropolitain. Ça peut être de l'incubation de porteurs de projets dans le domaine alimentaire qui va favoriser demain des cultures moins prédatrices en termes de ressources et en particulier de pétrole. Ça peut être demain des gens qui vont agir sur la justice alimentaire et rendre accessible l'alimentation dans les quartiers. Et il en existe déjà, en l'occurrence. Donc voilà. Donc je ne sais pas si ça fait sens ma réponse par rapport à la question initiale, mais voilà les différents enjeux. Pour la compléter dans la façon dont je l'ai entendu, cette deuxième question, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? C'est pas uniquement est-ce que vous donnez les moyens de vos ambitions, mais est-ce que vous les avez concrètement? Donc ça faisait pas partie du portefeuille des compétences d'une collectivité classique, l'alimentation et l'agriculture. Or, il n'y a pas une dotation supplémentaire, sauf si je me trompe, importante qui est... En gros, sur l'investissement, on a quadruplé le budget d'investissement, comme je disais tout à l'heure, alors qu'il reste à l'échelle d'une programmation à 3,6 milliards relativement réduite, mais on a quand même quadruplé les moyens sur ce mandat pour l'agriculture. Et ça, c'est un choix qui est vôtre ou c'est une dotation supplémentaire de l'État? Non, c'est un choix de la collectivité. C'est la métropole qui a décidé, dans ses arbitrages budgétaires, de donner 4 fois plus de moyens à l'agriculture et à l'alimentation en termes d'investissement. Donc ça veut dire que la collectivité demain a les capacités à hauteur de 10 millions d'euros d'investir dans le monde agricole, d'investir dans la logistique, d'investir dans des appareils de production, de transformation, etc. Et l'autre enjeu, c'est le fonctionnement. Donc c'est toujours pareil, il y a des arbitrages. Aujourd'hui, les critiques qui arrivent de nos opposants, c'est dire on augmente le budget de fonctionnement en faisant des recrutements massifs. Plus de 100 personnes vont être recrutées là dans ces prochains mois à la métropole. Sur ces centaines de personnes, il y a 2 personnes qui sont dédiées à l'alimentation. Et la métropole, c'est pas que de l'alimentation, c'est encore une fois il y a des compétences très élargies. Donc si, il y a des arbitrages qui sont très forts aujourd'hui, mine de rien, sur cet enjeu-là. Et puis encore une fois, il y a d'autres choses qui arrivent. C'est la prise en considération de ces enjeux alimentaires et de zéro artificialisation nette qui vont amener des moyens, normalement, en tout cas on l'espère, de l'État qui arrive avec son plan de relance sur la dimension alimentaire, ce qui fait d'ailleurs un appel d'air en termes de PAT. Le nombre que tu as cité tout à l'heure, il va à mon avis augmenter considérablement ces prochains mois pour pouvoir prétendre au plan de relance que l'État met en œuvre. Sur la notion de justice alimentaire, on a l'État à travers la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes qui a quand même lancé un appel à manifestation d'intérêt avec un budget de 1,5 million en fin d'année pour répondre à la précarité alimentaire. Donc on voit que c'est des sujets qui commencent à mobiliser du financement qui n'était pas si facile à avoir jusqu'à présent. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être un aliment de planète, mais n'empêche que profitons-en de cet alignement de planète. Et puis l'autre chose, c'est on peut
peut avoir des moyens supplémentaires, mais il y a aussi comment on mutualise pour être rationnel dans les coûts. Et basiquement, aujourd'hui, c'est un autre aliment de planète. Quand on a plusieurs collectivités qui partagent une même vision de la politique alimentaire et qui sont situées sur le même territoire, c'est comment on mutualise d'ensemble des choses. Et en l'occurrence, tout à l'heure, je parlais de la commande publique. Demain, si on arrive à mutualiser 24 000 repas, plus 30 000, plus 8 000 à Villeurbanne, plus 7 000 à Vénissieux, plus toutes les communes qui voudront venir dans cette mutualisation, on a d'autant plus d'effets d'économie d'échelle et puis des effets de levier aussi sur le monde agricole, sur la production, sur la filière. Et on est d'autant plus crédible quand on va rencontrer des acteurs économiques en leur disant voilà, nous, nos besoins, c'est ça. C'est X tonnes de pommes de terre tous les mois. C'est X tonnes de produits transformés tous les mois. Et donc, ça, on devient crédible et légitime sur ces enjeux en mutualisant, encore une fois. À ce sujet, il y a un moyen de mutualiser très efficacement l'approvisionnement, la livraison, les inventaires de stock et tout ça, c'est bien sûr des marchés. Alors il y a les mines en France, c'est même une particularité en France. Est-ce que vous posez la question, enfin j'ai cru comprendre que oui, vous posez la question d'un marché alimentaire d'intérêt local, donc un grossiste alimentaire, mais qui exercerait son influence sur une aire beaucoup plus petite, beaucoup plus locale que les actuels marchés d'intérêt national? Oui, on y réfléchit. En fait, la question, on va toujours vers le comment avant même d'avoir fixé les freins qu'on a autour. Moi, mon enjeu, là, aujourd'hui, c'est comment on fait de la commande publique efficacement tournée vers de la proximité. Et dans ça, il y a un enjeu de massifier les flux à un moment donné. Et un enjeu qui est important, et on l'a partagé encore récemment avec les acteurs du monde agricole, c'est les agriculteurs ne sont pas des logisticiens, quoi. On leur fait peser un poids énorme en termes de valeur ajoutée à aller faire de la livraison point à point à l'intérieur d'un monde urbain souvent éloigné de leur production. On ne répond déjà pas à nos enjeux de limitation carbone, etc. Mais en plus, on leur fait prendre sur leur propre valeur ajoutée quelque chose dont c'est pas leur métier, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un outil là, je ne sais pas lequel, je ne sais pas si c'est une halle alimentaire, si c'est une centrale d'achat, si c'est un entrepôt massifiant les flux. En tous les cas, il va falloir le concevoir, mais le concevoir aussi en fonction des contraintes de la collectivité. Et les contraintes de la collectivité, c'est des marchés publics qui aujourd'hui ne sont pas pourvus en termes de priorisation au localisme. Hein. Au contraire, hein, c'est libre concurrence. Et si vous intégrez une clause de localisme, votre marché est débouté. En fait, vous n'avez pas le droit, vous êtes hors la loi. Donc comment on intègre aussi cet aspect-là dans la structuration de notre commande d'achat demain. Donc ça, on y réfléchit en ce moment. Il y a une centrale d'achat qui est en cours de réalisation au sein de la métropole, qui permet de mutualiser des achats avec des collectivités à l'intérieur de la métropole. Et collectivités au sens large, pas que des communes, ça peut être d'autres types de collectivités. On a la notion demain de la ZFE aussi qui arrive, c'est la zone à faible émission, donc il va amener des contraintes fortes aux acteurs économiques sur l'accès au centre de Lyon. Et donc ça, c'est aussi à le prendre en compte pour pouvoir dire demain quels outils on met en face pour faciliter le travail de nos producteurs quand ils ont besoin de livrer leurs marchandises sur Lyon. Et donc là, il y a peut-être une opportunité aussi qui dépasse l'alimentaire, qui est plus les axes mobilité, qui sont aussi des compétences fortes de la métropole. Donc voilà, et encore une fois, hein, tout ce que je vous dis là, c'est 6 mois de travail. Il y a 6 ans qui s'ouvrent à nous pour avancer sur ces sujets, et il y en a certains qui sont très complexes, ça c'est évident. Ouais. Peut-être un partenariat à trouver avec Amazon sur l'optimisation logistique, non? Ouais. Avec Amazon ou la grande et moyenne surface. Non, mais pour ajouter un mot sur ça, effectivement, en fait, vu qu'on arrive sur des nouvelles délégations et du coup le sujet est immense, là on est sur la qualification du besoin, en fait. Concrètement, avant de rentrer dans le détail de qu'est-ce que serait une halle ou des plateformes logistiques, etc. Il faut pouvoir identifier les besoins et les objectifs qu'on se met. Et aujourd'hui, la question, elle est ouverte, en fait. On y travaille. Et Jérémy le dit très justement, il va y avoir aussi un enjeu de mobilité et de dernier kilomètre, de logistique urbaine alimentaire avec la zone à faible émission. Donc tout ça, pour l'instant, est au stade de la qualification du besoin et on verra sur quoi ça découle. Mais en tout cas, un outil comme ça, on va dire, qui pourrait être levier de relocalisation, en fait, hein, et de maintien d'une certaine justice alimentaire
également pour les producteurs et les productrices. C'est parce qu'on parle souvent des consommateurs sur l'accessibilité alimentaire ou la justice alimentaire, mais l'alimentation, c'est aussi eux qui produisent et il faut qu'ils vivent de leur métier. Donc voilà, un lieu comme ça, central, peu importe la forme qu'il prendrait, on y réfléchit et c'est bien normal. Et puis il faut se rappeler qu'il y avait un mine en fait à Lyon. Ici, là où on est, il y avait un marché d'intérêt national qui n'existe plus. Et il existe aujourd'hui un marché de gros qui est basé à Corba, dans lequel les producteurs ont décidé d'investir aussi pour créer un carreau des producteurs locaux. Et donc il y a aussi des outils qui peuvent être mis à disposition de cette stratégie-là. Donc à voir si ces outils peuvent y répondre avec la commande que nous on a à faire derrière. Mais voilà, encore une fois, souvent moi je dis que tout est là en fait. C'est juste comment on le massifie, comment on l'organise mieux pour que ça fonctionne dans les objectifs qu'on se donne, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là où on est, c'est-à-dire tout à fait au sud de la presqu'île au niveau de la confluence. Et il y a encore les derniers vestiges du marché de gros en train d'être démoli et réaffecté à d'autres activités. Il y a un point important à l'échelle métro notamment qui donc recouvre les fonctions aussi du département, de l'échelle administrative départementale. Toute cette question de l'accès équitable à l'alimentation. Parce qu'on voit qu'en effet, l'alimentation aujourd'hui coûte en fait très peu cher, bien moins cher qu'elle n'a jamais coûté pour les ménages. Et cependant, vous dites qu'à l'échelle métropolitaine, il y a un tiers des familles qui ne peuvent pas se nourrir comme ils l'entendent. Qu'est-ce que peut faire concrètement la métro sur ce volet et Félix, ça pourrait être pas mal aussi peut-être de parler de sécurité sociale alimentaire, qui est quelque chose de très intéressant, qui est étudié, qui est proposé par certaines associations et structures à l'échelle nationale. Donc peut-être que tu peux présenter, Jérémy, les grands axes qui permettent à la métropole d'agir sur la question de l'accès à l'alimentation équitable. Ok. Bon, en fait, on a même chose. Alors, il y a deux piliers dans la feuille de route: la résilience du système alimentaire, de la fourche à la fourchette, de la graine à l'assiette, en agissant sur le foncier, etc. On pourrait y revenir d'ailleurs. Et puis, la deuxième pilier, c'est la justice alimentaire. C'est plutôt comment on rend plus accessible une alimentation saine et durable à la plupart de la population, une plus grande partie de la population existante. Sur ce deuxième volet de justice alimentaire, on parlait tout à l'heure de cohérence. Même chose, comment on met de la cohérence dans le travail des services. En l'occurrence, on hérite quelque part dans la fusion département de la compétence sociale. Aujourd'hui, il y a de l'action sociale qui existe, qui est très bonne d'ailleurs. Les maisons de la maison de métropole et des actions qui sont liées aussi à la précarité alimentaire. Donc il y a déjà des actions qui sont mises en œuvre. Mais il y a aussi des actions qui sont mises en œuvre dans le service économie, en valorisant par exemple les épiceries sociales et solidaires. Et puis il y a aussi des actions qui sont mises en œuvre côté alimentation, avec un AMI encore qu'on a lancé il y a quelques mois sur la précarité alimentaire. Et donc encore une fois, c'est comment on met de la cohérence dans ces différentes politiques et finalement comment on s'accorde sur une feuille de route commune entre le social, l'économie et l'agriculture par exemple. Et là, les actions qui sont imaginées, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est d'identifier là où sont les déserts alimentaires. Donc clairement, c'est aujourd'hui on cartographie comment on cartographie un désert alimentaire et comment on arbitre à un moment donné, puisqu'on ne pourra pas agir partout de toute façon, comment on va vers les priorités. Et dans ces priorités territoriales, est-ce qu'il existe déjà des acteurs qui sont en train de travailler à la question? Si oui, comment on les accompagne pour aller plus loin, pour faire mieux, pour faire plus? S'il n'y a pas, comment on va chercher des acteurs qui le font ailleurs pour les amener dans ces déserts alimentaires? Un point de précision, donc désert alimentaire, ça peut paraître transparent, mais c'est simplement un quartier ou un territoire sur lequel il n'y a aucun commerce alimentaire. De qualité. C'est même une définition qui était plus héritée d'un concept américain. En gros, dire combien de kilomètres je dois faire avant d'arriver à un accès alimentaire. Et en l'occurrence, sur des grands espaces, de voir que ton mall, il est situé à 15-20 bornes et que si tu n'as pas de bagnole, tu mets X heures pour aller chercher ton repas, quoi. Donc on peut tout à fait se trouver au milieu des champs et être dans un désert alimentaire. Complètement, c'est ça, exactement, parce qu'il n'y a pas d'accès concret à de la vente alimentaire.
Et donc c'est un phénomène. Mais moi je en rajoute France, une couche. Juste pour donner un chiffre, c'est un phénomène massif. Il y a aujourd'hui une commune sur 6 qui n'a pas le moindre commerce alimentaire en France, et les nombres progressent, ce qui concerne grosso modo 10 millions d'habitants en France. Donc c'est très très important. Et puis oui, la grande majorité de la population est très dépendante de sa voiture aujourd'hui pour aller faire ses courses. Exactement. On estime pour un foyer moyen, donc un peu plus de 2 personnes en France, c'est 60 à 80 km qui sont faits chaque semaine uniquement pour aller faire ses courses alimentaires. Donc on se rend compte du degré de dépendance à la voiture qui est bien sûr une source de pollution et une source de dépendance au pétrole majeure pour accomplir un besoin vital. Ouais. Je te laisse. Alors, il y a cet enjeu-là qui est surtout sur des territoires diffus où on a ces enjeux de mobilité avec la voiture. Mais au sein d'une métropole où on peut avoir de la concentration, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'utiliser sa voiture pour accéder à un point alimentaire, moi j'ai décidé de rajouter une couche, c'est quel type d'alimentation en fait. C'est aussi, on peut être dans un désert alimentaire sain et durable entre guillemets. C'est comment on donne aussi un accès à de l'alimentation qui n'est pas de la junk food ou moi je peux aller tous les jours au McDonald's, mais est-ce que c'est vraiment ça répond à ma notion de désert alimentaire. Je dirais, s'il y a un McDonald's, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas dans un désert alimentaire. Donc il y a cette couche-là aussi à prendre en compte. Et puis l'autre couche, c'est la croisée avec des données de santé. Enfin, là, on parle beaucoup d'alimentation, d'agriculture. Encore une fois, le bas de la pyramide de Maslow, le fait de se nourrir pour survivre, quoi, ou pour vivre. Mais le plus haut, c'est l'impact santé, quoi. C'est comment on rend un accès à une alimentation qui, sur le court terme et le long terme, fait que la population reste en bonne santé, avec tout, en évitant toutes les externalités négatives qu'on peut avoir autour des budgets à consacrer à la santé physique des personnes, quoi. Donc il y a aussi ces notions de dire où est-ce qu'on intervient là où il y a des problématiques santé qui sont clairement identifiées, il y a une typologie de territoire, il y a une typologie de population, peu importe, mais intervenir là aussi où le problème est déjà là, en fait. Et les enjeux autour de la justice alimentaire, c'est de trouver le bon outil pour intervenir. Donc les outils, c'est est-ce qu'on intervient en finançant directement via des chèques alimentaires pour faciliter l'accès à des produits qui ne sont pas si faciles en termes d'accès financier. Est-ce que c'est la sécurité sociale alimentaire, et je te laisserai en parler parce que c'est intéressant aussi comme concept et idée. Est-ce que c'est faciliter, ne pas forcément émettre des chèques alimentaires, mais de baisser un maximum le prix d'accès en amont, donc en prenant des mutualisations autour du transport, éviter aux producteurs de remettre du prix supplémentaire parce qu'il leur a fait 10 bornes ou 30 bornes pour venir les livrer, etc. Et ça, c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. À quel endroit la collectivité est la plus efficace ou efficiente en termes de mobilisation de fonds publics pour avoir un impact positif? Et là, j'ai pas de réponse aujourd'hui, sincèrement. Je ne sais pas si toi tu veux, par rapport au CCAS aussi, ouais. Je trouve qu'il y a des acteurs qui sont clés. Je peux compléter là-dessus. L'action sociale. Ouais, je peux compléter là-dessus parce que bon, déjà le redire, on est très aligné et la feuille de route du côté ville s'appuie exactement de la même manière sur ces deux axes de résilience du territoire et qu'est-ce que peut faire la ville là-dessus, et également cette accessibilité alimentaire. Et quand on dit accessibilité alimentaire, c'est pas physiquement comment je me rends aussi dans un lieu, c'est au niveau du coût et c'est au niveau aussi d'une certaine manière d'aller acheter des produits bruts par exemple qui sanitairement sont meilleurs. Bon, sur la ville de Lyon, on n'a pas ce phénomène-là effectivement d'accessibilité de désert alimentaire pur et dur. Donc on va plutôt parler de désert alimentaire de qualité ou sain, voilà. Et là-dessus, nous, on peut aussi jouer en totale cohérence avec la métropole. On réfléchit à mettre en place via un outil de la monnaie locale, donc là une espèce de gonette qui est le nom de la monnaie locale, de gonette solidaire qui serait redistribuée via le CCAS et certains publics qui ont accès notamment à des prix sur des épiceries sociales et solidaires, mais également qui pourrait être acheté via des producteurs sur les marchés alimentaires. Parce qu'on se rend compte que certains marchés de plein vent donc n'ont plus ou peu de producteurs.
et ne se retrouve qu'avec des revendeurs. Donc c'est comment aussi on fait revenir des producteurs à ce niveau-là. Et cette monnaie-là pourrait avoir ce sens-là, à la fois sur un public du coup, on va dire en précarité ou en certaines détresses alimentaires, et à la fois également faire en sorte que des producteurs demain sur les marchés puissent l'accepter. Et du coup, ça fait un cercle vertueux où on a à la fois une accessibilité à l'alimentaire de produits de qualité, on va dire, et à la fois des gens qui en offrent des produits à ce niveau-là plus bruts. Cette gonette serait aussi accessible dans des épiceries sociales et solidaires ou des magasins de type vrac, etc. Et on le voit bien, l'accessibilité alimentaire, ce n'est pas juste ces publics précaires. Là, on n'en a pas parlé, mais on a une crise absolument incroyable auprès des publics de la jeunesse. On a tous vu des vidéos de ces queues d'étudiants et d'étudiantes qui font la queue pour de l'aide alimentaire. C'est comment aussi on résout ce problème-là. L'accessibilité alimentaire, c'est aussi ça. Au-delà du désert alimentaire, c'est certains publics aujourd'hui qui sont complètement oubliés et qui ressurgissent face à la crise sanitaire. Du coup, ouais, je voulais juste rebondir justement là-dessus, sur le fait de aussi compter sur ceux qui agissent déjà, en fait. Et ceux qui agissent déjà dans ces domaines-là, tous les acteurs de l'aide alimentaire, qui soient comme je pense à Gaëlis sur le public étudiant, mais je pense à toutes les autres structures, banques alimentaires, secours populaires, qui sont déjà sur ces enjeux d'accessibilité. C'est comment on les aide à aller aussi dans leur approvisionnement vers de la production locale, ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui en termes de coûts et même de logistique. Quand aujourd'hui, il y a une structure à Lyon étudiante dont j'ai mangé le nom et ils m'en excuseront, qui aujourd'hui a un deal avec un maraîcher local pour se faire approvisionner en produits frais et locaux. Mais ils l'ont fait de leur propre chef, quoi, avec toutes les contraintes que ça implique derrière pour une toute petite structure. Donc aussi là, comment la collectivité, au même titre que tout à l'heure, on essaye d'organiser la commande publique vis-à-vis de nos collèges pour avoir une accessibilité à ces produits-là, et ben, peut-être qu'il y a encore une mutualisation à imaginer avec ces acteurs de l'aide alimentaire pour avoir un accès à ces produits locaux, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien dire qu'il y a encore une fois que tout existe et qu'il faut encore une fois compter sur ces acteurs et voir là où la collectivité peut appuyer, peut aider, peut améliorer les choses, quoi. Donc voilà. Oui, je rajouterais là-dessus, c'est très vrai. C'est peut-être le collectif étudiant de solidarité, le CES. Ouais. Là où la collectivité a son rôle à jouer, c'est aussi au niveau du lien, et de mettre en lien les acteurs ou les actrices du domaine. Et le CES, effectivement, on les a mis, nous, à la ville de Lyon, en contact avec VRAC, parce qu'ils étaient en manque, et c'est vrai que ce milieu-là de l'aide alimentaire est demandeur, mais n'a pas forcément accès à ces produits bruts. Et donc c'est aussi le rôle de la collectivité de pouvoir mettre en lien les acteurs et les actrices. Et c'est parfois appuyé en termes de crise. On est propriétaire de la métropole des Halles de Bourg. Oui, on a mis à disposition les Halles de Bourg à l'association Gaëlis pour qu'elle puisse faire ses distributions de colis alimentaires aux étudiants. C'est aussi intervenir financièrement en appui des acteurs de l'aide alimentaire, ponctuellement en cas de crise comme on l'a fait, ou plus régulièrement comme on le fait. Donc voilà, il y a... Voilà. C'est super intéressant. Donc il y a plein d'actions déjà engagées sur le plan de l'accès à l'alimentation à l'échelle de la ville et de la métropole. Nous, on s'est beaucoup posé la question en créant l'association à la question de savoir à qui on s'adressait concrètement, qui on voulait accompagner. Et puis naturellement, en France, on se tourne souvent vers l'État, parce que c'est là où se situe, là où on fait la loi, là où on définit les grands budgets qui donnent les grandes directions des activités économiques du territoire. Et puis on a choisi plutôt de s'adresser prioritairement aux collectivités territoriales, notamment dans le rapport qu'on a publié, parce qu'on avait l'intuition que les inerties étaient moindres. Peut-être la représentativité de l'intérêt public, de l'intérêt général était meilleure à cette échelle que ce n'est aujourd'hui le cas à l'échelle de l'État. Donc pour cette seconde partie de l'exposé, peut-être que Félix, tu pourrais présenter la sécurité sociale alimentaire qui est un moyen d'agir à une échelle vraisemblablement plutôt nationale de façon très forte sur la sécurité alimentaire. Ça m'intéresserait d'avoir aussi, Gauthier et Jérémy, votre avis sur qu'est-ce qui pourrait être fait,
qu'est-ce qui vous donnerait en fait une marge de manœuvre supplémentaire en termes de loi ou en termes de budget, ou quelles sont vos limitations à l'action sur la question alimentaire aujourd'hui en tant que collectivité? Qu'est-ce qui pourrait être fait à l'échelle nationale ou même supranationale qui aiderait vraiment beaucoup là-dessus? Peut-être on commence avec Félix sur la sécurité sociale et alimentaire. Effectivement, c'est une mesure donc, qui a été proposée par un collectif de personnes et de structures, dont Ingénieurs sans frontières, le réseau salarial, le réseau des CIVAM, etc., qui en fait vise à s'inspirer de la sécurité sociale qu'on applique dans le domaine de la santé, de la retraite et tout ça, pour l'appliquer à un besoin fondamental, donc, qui est l'alimentation. Et donc tout cela en fait se fait suite au constat qu'aujourd'hui il y a une divergence assez notoire entre la satisfaction de ce besoin et la satisfaction de certains intérêts privés, qui sont ceux des acteurs dominants du système alimentaire, qui restent soumis à la logique de rentabilité et d'accumulation du capital, et qui donc sont degré, ils s'en contentent bien, ils s'en satisfont, à des logiques de concentration économique, de rentabilité des investissements qui font qu'il y a un verrouillage extrêmement fort à ce niveau-là. Une concentration économique qui fausse totalement les rapports de pouvoir aux différents niveaux du système alimentaire, et qui fait qu'il est assez peu probable que spontanément tout se mette à changer pour aller dans le bon sens, et qu'on corrige le système pour prendre en compte les externalités environnementales, sociales, sanitaires, etc. Donc l'idée, c'est en s'inspirant donc, du système de sécurité sociale, de prendre les grands principes qui sont l'universalité de satisfaction de ce besoin-là, une équité dans la contribution, et chacun contribue à hauteur de ses besoins, de ses moyens, et reçoit à hauteur de ses besoins, et puis aussi une non-lucrativité pour la gestion commune en tant que société de ce besoin à nouveau fondamental. Et donc l'idée, c'est de garantir un pouvoir d'achat, disons 100 € par mois pour chaque personne, qui soit alloué à des produits alimentaires de qualité pour tout le monde, pas seulement pour les personnes en précarité alimentaire, de manière à en fait ouvrir un marché, un débouché important, puisque 100 €, si on prend les 1,4 million de la population de la métropole par exemple, ça commence à faire un sacré marché, et de conditionner les produits qui pourraient être vendus sur ce marché-là à des critères sociaux, écologiques, etc., qui auraient été décidés collectivement par des caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation. Et donc comme ça on voit qu'on agit à tous les niveaux du système, à la fois sur les conditions de production, de transformation, et sur l'accessibilité à un plus grand nombre à ces produits-là. Donc voilà une proposition qui évidemment passerait par des textes de loi ou quoi, qui serait d'envergure nationale et qui aurait des effets leviers a priori assez conséquents sur l'ensemble du système, mais qui potentiellement pourrait commencer par des expérimentations au sein des territoires. Et je crois peut-être que c'est Villeurbanne qui réfléchissait à ça. Enfin, je ne sais pas si ça fait partie en tout cas des réflexions que vous avez en interne. Oui, pour réagir, l'idée d'échec alimentaire de la métropole ou de la gonette solidaire, en fait, c'est un premier pas en direction de ça. Mais tu l'as très bien dit, l'enjeu principal, si on veut aller plus loin, qui fait la loi aujourd'hui? C'est l'État. Et du coup, si on veut inscrire l'alimentation comme un commun, et du coup donner un vrai droit à l'alimentation, il faut une inscription dans la loi. Et du coup, c'est pas au niveau des collectivités que l'on peut y arriver. Alors oui, on fera un pas dans cette direction-là. On peut être territoire d'expérimentation et montrer que sur un territoire ça fonctionne, ou du moins c'est vertueux. Mais si on veut vraiment changer de paradigme à ce niveau-là, il faut inscrire l'alimentation comme un commun dans la loi. Et dans ce cas-là, c'est au niveau national qu'il faudra avoir le levier. Et à mon sens, c'est essentiel. Mais voilà, c'est une collectivité comme la métropole ou comme la ville de Lyon ou comme la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait faire des expérimentations, mais pas plus. Voilà, après on peut avoir notre rôle de plaidoyer aussi en tant qu'élu pour aller faire changer cette loi, représenter des collectivités pour aller bouger un petit peu le contexte législatif. On le fait par ailleurs en ce moment sur le RSA jeune, où Bruno Bernard, le président de la métropole, régulièrement réinsiste sur la nécessité de mettre en place ce RSA jeune et attend aujourd'hui toujours la réponse de l'État du gouvernement sur cet aspect-là. Moi j'avais un truc très pratico
pratico-pratique sur les changements de législation, c'est ces clauses de localisme, quoi. Encore une fois, c'est aujourd'hui un véritable caillou dans la chaussure pour avancer sur la structuration de la filière locale de production alimentaire et qui pourrait être un bel effet de levier pour nous demain. Là, on est en train de chercher des mécanismes pour quelque part aller vers cette clause de localisme intégrée aujourd'hui au marché. Donc c'est plutôt là-dessus. Et même chose, l'envie aujourd'hui, c'est de monter un peu au créneau des collectivités qui se posent ces questions. Et il y a encore très peu, je crois que c'était lundi, on était sur une réunion France urbaine, vous connaissez certainement, réseau de grandes villes qui se préoccupent de sujets communs. Et en l'occurrence, le sujet de l'alimentation, de la justice sociale est devenu un élément, un des sujets prioritaires de France urbaine. Et là, on a un certain nombre de collectivités transpartisanes d'ailleurs, qui ont les mêmes soucis et les mêmes problématiques. Donc voilà, à venir, mais probablement une action dans ce domaine. Alors, sur le temps qui nous reste, c'est-à-dire moins de 7 minutes, il y a quelques questions posées par le public, en tout cas une première. De quelle manière la métropole et la ville de Lyon peuvent-elles accompagner par la commande publique une conserverie qui pourrait proposer à la restauration collective des produits transformés locaux? On a l'impression que la réponse est un peu contenue dans la question. Donc probablement par la commande publique. Alors la question de la conserverie, c'est vrai que c'est la première chose à laquelle on pense spontanément, mais en fait ça renvoie à la question des outils de transformation qui sont omniprésents dans le système alimentaire, et très souvent on les résume par des légumeries ou des conserveries, mais la plupart de tout ce qu'on mange, du pain, de la farine, des pâtes, du fromage, du vin, de la viande, tout ça fait l'objet d'une transformation. Et en fait, la logique de concentration que Félix a brièvement décrit tout à l'heure affecte toutes les filières. C'est-à-dire que le nombre de moulins fond complètement, le nombre de laiteries fond, le nombre de fromageries fond. Et à chaque fois, les zones, disons, d'influence, de chalandise des usines de transformation s'étendent progressivement jusqu'à des échelles transnationales. Et donc, en effet, il y a une question fondamentale sur les outils de transformation. Est-ce que vous réfléchissez déjà à cette question à l'échelle métro ou ville? 30 secondes là-dessus. D'abord, oui, et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais quand on parle du coup 50% local, en fait, ça ne veut rien dire. Il faut le voir filière par filière, et il faut le voir au travers des systèmes de transformation. Si on parle du fromage, le lait a beau être produit ici, s'il est transformé à l'autre bout de France, est-ce que ça reste un produit local? Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et du coup, ce travail-là de localité, il faut vraiment l'avoir filière par filière et produit par produit. Et sur la transformation, nous, il s'avère qu'on a une cuisine centrale qui appartient à la ville de Lyon. Le système éducatif est fait de manière à ce qu'il soit complètement décorrélé du système de production naturelle, c'est-à-dire qu'en fait les écoles ferment le moment où il y a plus de production de fruits et de légumes, voilà. Et donc on réfléchit à savoir si cette cuisine centrale, en fait, qui est équipée pour avoir des légumeries et des outils de transformation, du coup, de fait, on pourrait l'utiliser pour continuer pendant cette période faste de production agricole, pour transformer, et qui pourrait du coup servir peut-être plus tard dans l'année, notamment en mars, avril, mai, quand il y a moins de production, pour aller chercher ce côté aussi local. Voilà, pour moi. Non, mais du coup, voilà, c'était de se dire que c'est pas que par la commande publique que la collectivité peut intervenir sur la filière transformation. Déjà partons des besoins. Effectivement, il n'y a pas que la conserverie ou la légumerie. Basiquement, aujourd'hui, la casserie, par exemple, des casseries d'œufs, les résidus d'amener les œufs pour les faire casser, les mettre dans des contenants pour les ramener ensuite, les œufs déjà pré-battus. Donc, il y a peut-être un enjeu aussi sur d'autres filières, quoi. Et puis, encore une fois, les autres moyens d'action, c'est quel est l'équipement déjà existant qui peut être mobilisé pour ça. Super pour la cuisine centrale et en l'occurrence sur les enjeux de transformation été qui sont importants pour les écouler le reste de l'année. Et puis l'autre enjeu, c'est la place de la collectivité dans ces unités de transformation. Est-ce que demain, ces unités de transformation, elles doivent être privées, coopératives, collectives, dans lesquelles la métropole est partie prenante financièrement également. Donc, il peut y avoir aussi des enjeux d'investissement de la métropole et de communes sur des enjeux des outils de transformation. Tout ça, pareil, pour gagner en résilience, pour garder en contrôle, en maîtrise de ces outils-là. Mais je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps et il y a d'autres questions. Sur Angoulême, on a réussi à plaider en faveur d'une
filière blé-farine-pain. Et il y a une délibération récente de l'agglomération en faveur de cette filière. Donc ce serait aussi une piste d'action. Tout simplement construire un moulin, avoir un réseau de boulangeries partenaires et vendre des baguettes, du pain qui soit fait avec du blé de la région. C'est un produit emblématique qui contient un bon nombre de calories et qui participe vraiment en fait, à la sécurité alimentaire, comme on pensait au temps du grenier d'abondance. C'est un sujet récurrent avec Gauthier. En avant-première, nous souhaiterions un jour proposer le Métropolipain. Super. Information exclusive à l'école de l'Anthropocène. Deuxième question, que pensez-vous de l'utilisation de la gonette pour favoriser... Donc la gonette, c'est cette monnaie qui existe déjà à Lyon pour favoriser des commerces locaux. Gauthier, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Oui, voilà, le but, c'est de pouvoir avoir même potentiellement dès cette année un territoire d'expérimentation où on délivrerait de la gonette solidaire pour voir justement relocaliser à la fois en termes d'accessibilité alimentaire et puis favoriser aussi les producteurs ou des zones comme Vrac ou des épiceries sociales et solidaires. Donc s'appuyer là-dessus. Quelque chose qu'on a peu dit, c'est aussi que l'alimentation, il faut que ça reste un plaisir. Ça, on l'a peu dit en fait pendant 1h30. Donc je le dis. C'est aussi un lieu d'échange et de lien social fondamental en fait. Et c'est ton haut de pyramide de Maslow finalement. Manger ensemble, c'est ce qui fait société. Et ça, c'était une autre époque, on a l'impression. Ouais, mais ça nous manque beaucoup et la fermeture des restaurants impacte beaucoup de choses aussi à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut, c'est aussi le rôle de la collectivité de le remettre vraiment au cœur du jeu. Il nous reste 1 minute, c'est probablement la dernière question. Quel est le rôle des collectivités pour la mise en commun des connaissances agricoles, des initiatives non professionnelles, surtout en ville? Jardin partagé, jardin individuel et de rue. Donc on a abordé cette question un peu... Oui, et puis on intervient déjà en un dispositif d'accompagnement des jardins partagés où à la fois on essaye d'identifier des fonciers disponibles, qu'ils soient communaux ou métropolitains, et puis après un accompagnement en termes d'ingénierie et par Page Jardin, un des partenaires de la métropole depuis longtemps, qui accompagne les porteurs de projets de jardins partagés. Donc il suffit d'aller sur la plateforme Tout de Go, à la métropole, et d'aller je veux créer un jardin partagé, et tout est déjà bien un dispositif qui marche depuis des années en fait. Ouais, et puis bon, du coup, rapidement, on a les jardins familiaux également sur la ville de Lyon. C'est un outil de lien social également. Et là-dessus, on est en train de voir si on ne peut pas mettre en place une vraie maison de l'agriculture urbaine pour accompagner tous ces procédés et tous ces jardins. Merci beaucoup. Donc, on est avec Gauthier Chapuis, conseiller à la ville de Lyon sur les questions d'agriculture et alimentation, son homologue Jérémy Camus à la métropole de Lyon, Félix Lallemand qui a cofondé les Greniers d'Abondance avec moi-même, qui travaille au laboratoire d'études rurales avec Félix. Et si vous voulez voir d'autres initiatives, vous pouvez aussi aller voir le site des Greniers d'Abondance, résiliencealimentaire.org. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.